Hey, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo en retard, comme d'habitude la vidéo des sorties littéraires. C'est absolument honteux que cette vidéo-là soit en retard parce que c'est la vidéo des sorties de septembre, la fameuse rentrée littéraire. J'ai beaucoup de choses à vous montrer, comme vous pouvez vous en douter. Je ne sais pas combien de temps la vidéo va durer, mais elle va être longue, ça c'est certain. Donc tu te prends un café, tu t'installes dans ton fauteuil où tu veux et je vais te montrer ce que j'ai retenu. Alors j'ai essayé d'être le plus large possible sans trop prendre mes goûts en compte, parce que oui, il faut savoir, si jamais tu ne me connais pas encore, que déjà abonne-toi si tu ne me connais pas encore, et un peu de pub ça fait pas de mal, que d'habitude je prends les sorties littéraires d'après mes goûts à moi, je retiens pas juste toutes les sorties polar et thriller et je vous les balance, non. Je ne prends que ce qui me plaît, que ce qui m'a attiré et je vous les montre. Là, j'ai essayé de globalement prendre tout ce qui avait l'air de ressembler à un polar, tout ce qui avait l'air intéressant. Je me rends compte que je suis passé à côté de choses. J'ai vu les vidéos de certains petits camarades, booktubeurs, booktubeuses, et il y a certaines choses que j'ai pas prises, mais trop tard. Ma sélection était faite et de toute façon voilà. Donc je n'ai pas absolument tout. N'hésitez pas à aller voir les vidéos des autres aussi pour avoir vraiment toutes les sorties au global, hein. Voilà. On commence par Enquête sur Peter Pan de Clémentine Beauvais. Donc souvent je vais découvrir les résumés avec vous. Je n'ai pas lu tous les résumés. Parce que des fois, voilà, j'ai pas cherché, ça ressemblait à un polar, je l'ai mis dans ma sélection et c'est tout, voilà. Pour les grosses sorties littéraires de septembre et de janvier, en général, c'est ça que je fais. Donc Sarrazine Cabochon, vieille chevalière de la CLEF de la clé, vient trouver Pierre Bayard et Edith pour leur demander de l'aide. Elle a reçu une lettre de son frère mort pendant la Première Guerre mondiale qui avait été perdu par la poste. Or, Fromentin y laisse entendre qu'il a peut-être été tué par quelqu'un de son camp. Les indices qu'il a laissés à Sarrazine font référence à un mystérieux livre dont même Pierre Bayard n'a pas entendu parler. Qu'à cela ne tienne, voilà nos détectives et leurs assistants partis en quête de réponse. Qui a tué Fromentin du Blutoire? Et quel est le fameux livre inconnu qui pourrait permettre de trouver le coupable? Sarrazine, Pierre, Edith et Bas de Casse partent enquêter à Londres pour dans une bien inquiétante maison, tandis qu'à Paris, minuit pile, mais son talent pour les machines, bon bref, c'est une enquête sur Peter Pan. Aux éditions Sarbacane, ça sort aujourd'hui le 3, on est le 3 aujourd'hui, oui on est le 3. Donc voilà, j'aime bien la couverture. C'est sympathique, ça fait cozy mystery, comme j'aime bien, c'est vers Noël, j'ai envie d'appeler ça vers Noël. Et donc oui, pourquoi pas. Je vais essayer de pas trop tarder, pas trop m'attarder sur chaque roman, parce que j'en ai quand même beaucoup à vous montrer. Le fardeau du passé de nom que je vais avoir du mal à prononcer, Michael Jorts et Hans Rosenfeld. Désolé pour la mauvaise prononciation, comme d'habitude, hein. Depuis qu'il a été révélé au grand jour qu'un des leurs était un tueur en série, la crise menace de tout emporter au sein de la police criminelle. Vania Littner se bat pour sauver son équipe lorsqu'une femme d'une soixantaine d'années est retrouvée assassinée dans une ferme porcine près de Vasteras. Tout indique que ce meurtre vise une personne bien précise, Sebastian Bergman. Pendant ce temps, Tim Cunningham, ancien patient de Bergman, est retrouvé mort. Comme Sebastian, Tim a perdu un être cher dans le tsunami de 2004, mais derrière le drame familial se cachent des zones d'ombre. Bref, voilà, c'est chez Actes Sud, il fait 336 pages. Oui, non, casse-toi s'il te plaît. Et donc, traducteur Rémi Cassaigne. Donc voilà, il sort le 3 également aujourd'hui. La couverture, j'aime plutôt bien. Alors Windows va arrêter de me casser les pieds. Donc voilà, ça a l'air sympa. La conspiration des suicidés de Petros Markaris, avec deux traducteurs, Michel Volkovitch et Hélène Zervas. Ça fait 312 pages, c'est chez Cambourakis, ça sort également le 3 septembre. Nouvelle enquête du commissaire Charitos. Alors d'habitude je prends pas les romans des séries en cours,
Parce que si c'est des choses que je connais pas, dont je peux pas parler vraiment correctement, en général, je prends pas les séries en cours d'auteurs en plus que je connais pas trop. Mais là, je l'ai prise parce que ça m'avait bien plu. Le résumé m'a bien plu. En pleine pandémie, la situation économique du pays étant toujours précaire, certaines personnes privées de travail se trouvent confrontées à des situations de grand dénuement. Au point que même des personnes âgées submergées par le désespoir en viennent à se suicider. Mais lorsque l'on constate que la plupart accompagnent leur geste d'une lettre appelant à la révolte, ensuite largement diffusée sur les réseaux sociaux, l'idée que l'initiative de tels actes ne soit pas qu'individuelle surgit. Voilà donc Kostas Charitos, chargé d'enquête sur l'identité et la nature de ce mouvement des suicidés dont il semble se revendiquer. Donc une puissante enquête sociale. Donc des suicidés qui appellent à la revendication, ça m'a quand même, on va ignorer ça, ça m'a quand même bien intrigué. Donc voilà. Celui qui ment le premier de H... Non mais sans déconner, les notifications ça rend fou. Calmez-vous. De Ashley Elston. Traduction par Laure Manceau. C'est chez Actes Sud encore. Ça fait 416 pages. Evie Porter a tout pour elle, une belle maison, un petit ami parfait, des amis sophistiqués, une vie de rêve. Seulement, Evie Porter n'existe pas. Son identité a été inventée de toutes pièces par son mystérieux patron, Monsieur Smith. Sa mission, s'infiltrer dans la vie de Ryan Sumner et attendre de nouveaux ordres. Mais lorsqu'une femme se présente un jour sous sa véritable identité, son secret le mieux gardé, tout bascule. Qui manipule qui finalement serait-ce en réalité Evie la cible. Donc un jeu d'espion, de manipulation, tout ça, pourquoi pas, la couverture est pas mal. C'est chez Actes Sud, voilà. Ça sort le 3 également. In Violentia Veritas de Catherine Girard, c'est chez Grasset. Il fait 352 pages et ça sort encore une fois le 3. Alors... Oula, gros résumé. Hein. Lorsqu'elle apprend, alors âgée de 14 ans, qu'on la surnomme la fille de l'assassin, Catherine Girard s'empresse, ah oui, je crois que c'est une histoire vraie, d'aller interroger son père Henri Girard, mieux connu sous le nom de Georges Arnaud, auteur du roman Le salaire de la peur. La confidence se fait dans une ambiance où la peur le dispute à la tendresse. L'horreur de ce que le vieil homme lui apprend plonge l'adolescente dans un déni dont elle ne sortira qu'un demi-siècle plus tard et qui la pousse aujourd'hui à prendre la plume pour conforter ce passé abyssal. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là. Ça a l'air d'être une histoire vraie, on va regarder les étiquettes. Autobiographie, meurtre, voilà. Donc ça a l'air très intéressant, de Catherine Girard. Ça sort le 3 également, aujourd'hui chez Grasset. Les revenants de l'inspecteur Sadorski, encore une série qui a l'air d'être en cours. Ça a l'air d'être un inspecteur qu'on a déjà vu dans des tomes précédents. C'est chez Robert Laffont, ça sort demain le 4 septembre 2025. 512 pages donc de Romain Slocombe. J'aime bien la couverture. Le roman de l'art volé sous l'occupation. Voilà, c'est le genre de truc qui m'attire quand même pas mal. Le pire des salauds, le meilleur des enquêteurs, le roman de l'art volé sous l'occupation, France, mai 1945, la paix en Europe est sur le point d'être signée. Libérés en même temps que nos prisonniers de 40, les déportés survivants reviennent des camps d'extermination. N'étant pas des porteurs de bonnes nouvelles, ils sont accueillis en conséquence, c'est-à-dire mal. L'ex-inspecteur Sadorski, révoqué de la police nationale et recherché, se cache avec sa femme, Yvette sous un faux nom. Sa femme Yvette sous un faux nom, ouais. Un revenant totalement inattendu débarque chez eux. Sa visite annonce le début de nouveaux ennuis et menace la carrière d'un Sadorski devenu détective d'art au service d'un Polonais exilé aux États-Unis dont la mission à Paris est de traquer les chefs-d'œuvre spoliés des collections juives. Les cadavres ne vont pas tarder à s'accumuler dans cette peinture au vitriol de l'immédiat après-guerre et des profiteurs les plus éhontés de la collaboration. Voilà, quand on a un gros contexte historique comme ça, avec une espèce d'enquête qui y est mêlée un peu à la Anne Massey Sherman, comme elle sait le faire en tout cas, moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Quand les deux sont bien mêlés, et que un contexte assez grave comme ça, moi, je suis plongé dedans très très vite. Donc voilà, ça sort le 4 de Romain Slocombe, Les revenants de l'inspecteur Sadorski. Je vais peut-être me laisser tenter. Une citadelle en enfer de François-Henri Soulier. Attends, j'ai dit c'est de la maison d'édition ? Oui, Robert Laffont.
Donc, une citadelle en enfer de François-Henri Soulier chez 10-18. Il fait 416 pages, ça sort également le 4, Montauban 1621, alors que la ville est assiégée par les troupes de Louis XIII, qui veut reprendre la cité protestante. Une jeune lavandière est retrouvée morte dans la rivière. Le lecteur est invité à participer à la résolution de cette enquête, mêlant histoire et fiction. Et là je dis pourquoi pas. Pourquoi pas? Ça a l'air bien. Surtout si on participe, c'est un genre de truc peut-être une enquête dont vous êtes le héros, l'enquêteur. Je ne sais pas si on peut participer. Peut-être, ça a l'air sympa, ça change un peu en tout cas. De nos cendres entremêlées de l'or Van Rensburg, je sais pas si je prononce mal le nom, presse de la Cité, chez la presse de la Cité, 400 pages en tout cas, traduit par Nelly Ganancia. Amnésique à la suite de l'incendie dans lequel ont péri ses parents, Abigail, 17 ans, tente de reconstituer les événements qui ont précédé le drame. Mais quand la police découvre que ce n'est pas le feu qui a tué le pasteur et son épouse, la tension monte d'un cran dans l'ancienne plantation au cœur du bayou. Au sein de cette communauté évangéliste rigoriste, Abigail est la coupable toute désignée dans un climat de plus en plus hostile. L'adolescente isolée finit par se rappeler l'existence de Summer, une jeune femme rencontrée en ville qui s'était présentée comme journaliste. Les voir ensemble avait rendu son père foudrage. Si elle veut s'en sortir, Abigail doit coûte que coûte se défaire de son amnésie traumatique pour remonter le fil du passé. Ça me fait un peu penser à la fille de Jonathan Baker, il y a un peu de ça. J'avais beaucoup aimé d'ailleurs. Et donc ça a l'air très sympa. Franchement, alors je vais dire ça, je dis ça à chaque fois mais je ne le fais jamais. J'ai très envie de le lire ça quand même. Peut-être l'acheter, mais je ne peux pas tout acheter. Bien sûr. Après, si Presse de la Cité passe par là, je veux bien un service presse. J'ai 1000 abonnés sur Instagram. D'ailleurs, merci beaucoup à ceux qui sont abonnés sur Instagram. J'ai atteint le palier des 1000 abonnés. Donc voilà, j'ai gagné la légitimité. Vous pouvez m'envoyer tous les services presse de la Terre. Voilà. Je rigole. Celui-là, par contre, vous pouvez être sûr que je vais me jeter dessus comme la misère sur le pauvre monde, comme on dit dans le jargon. Le secret des secrets, The Secret of Secret, de Dan Brown. Dan Brown, si vous ne le remettez pas, il a écrit Da Vinci Code, Ange et Démon, Inferno, Origine, et tout et tout. Donc, c'est un de mes auteurs préférés du cœur, bien sûr. Chez JC Lattès, il fait 704 pages. Dan Brown, il sort un roman tous les 5 ans à peu près. Je crois qu'Origine, son dernier roman est sorti, j'avais pas encore lancé ma chaîne YouTube. Vous voyez un peu. Je l'ai lancé fin 2020. Et j'ai commencé vraiment Booktube début 2021. Donc Origine est sorti un peu avant Covid. Tu vois. Donc tous les 5 ou 6 ans, Dan Brown sort son roman. Et à chaque fois je le prends et à chaque fois j'adore. Il sort le 9 septembre. Je vais m'arranger pour ne plus trop avoir de lecture ce jour-là, pour pouvoir me plonger dedans et ne me consacrer qu'à ce livre. Le secret des secrets est de loin mon roman le plus complexe, ouais, bref. Ah non, il parle, c'est vraiment lui. Donc le secret des secrets est de loin mon roman le plus complexe et le plus ambitieux, et aussi le plus divertissant. L'écriture a été une aventure inoubliable, pleine de découvertes, déclare Dan Brown. Éminent professeur de symbologie, Robert Langdon se rend à Prague pour une conférence révolutionnaire sur la noétique donnée par Catherine Salomon, avec laquelle il vient d'entamer une relation. La scientifique est sur le point de publier un essai explosif sur la nature de la conscience humaine qui pourrait bouleverser des siècles de croyances établies. Ah, ça j'adore. Mais un meurtre brutal se précipite leur séjour dans le chaos et Catherine disparaît soudain avec son manuscrit. Langdon devient la cible d'une puissante organisation et se retrouve pourchassé par un être terrifiant issu de la plus ancienne mythologie de Prague. Alors que l'intrigue se déploie à Londres et à New York, Langdon cherche désespérément Catherine et des réponses. Dans une course contre la montre à travers le double monde de la science futuriste et de la tradition mystique, il découvre une vérité choquante sur un projet secret qui changera à jamais notre conception de l'esprit humain. Ce que je regrette un peu, c'est que ça a l'air d'être la même recette que les précédents. Voilà, on a Robert Langdon qui est pourchassé, mais qui doit en même temps chercher des réponses pour être disculpé. Donc là, il a l'air d'être pourchassé pas par les autorités classiques,
Donc là, il est tranquille. Donc ça a l'air d'être mieux quand même, mais par une espèce d'organisation. Donc là, pourquoi pas. Donc moi, ça me tente énormément, comme d'habitude. Des fois, je relis un Dan Brown comme ça, pour le plaisir. Parce que j'ai envie, tu vois. Là, j'ai envie de relire Angers Démon en ce moment. J'avais relu il y a quelques années Da Vinci Code, et là, c'est parti pour Angers Démon, je pense. Je sais pas quand. Donc, le 9, The Secret of Secret, à ne pas rater. Le syndrome... J'ai passé beaucoup trop de temps sur ce roman, mais en même temps, je suis fan. Le syndrome de l'imposteur de Joseph Knox. C'est aux éditions du Masque, il fait 416 pages et il sort le 10 septembre 2025. Fuyant un passé trouble, Lynch, un escroc en burn-out, vient de débarquer à Londres. Son téléphone est mort, il n'a pas d'argent, pas de contact, personne à retrouver jusqu'à ce qu'il tombe sur une jeune femme qui le confond avec son propre frère, Hayden Pierce, disparu 5 ans plus tôt. Lynch se retrouve alors embarqué dans l'histoire de famille des Pierce pour tenter de découvrir ce qui est réellement arrivé à Hayden. Mais l'enquête révèle vite que chacun a ses raisons de vouloir garder Hayden enterré dans le passé. Donc voilà, pourquoi pas, la couverture change un peu en vert et noir, faut voir, ça m'a pas attiré plus que ça, mais il fait partie des romans que j'ai pris dans le lot, on va dire. L'affaire Élodie Kulik ou le combat d'un père, il sort le 11 septembre aux éditions Mon Poche, donc je ne connais pas. Donc ça, je crois que c'est une histoire vraie. D'habitude, je ne prends pas tellement les histoires vraies, j'en avais vu un sur une autre affaire hyper connue, mais je ne l'ai pas prise exprès, parce que je me suis dit, vas-y, ça va encore être un roman qui va un peu remuer le couteau dans la plaie, qui va tout ça pour la pub, pour faire parler, parce que j'ai plus le roman en tête, mais je me suis dit, non, franchement, flemme, j'ai pas envie encore de faire la pub de cette histoire-là, il faut laisser les morts où ils sont, il faut laisser certaines affaires où elles sont. Mais comme cette affaire-là ne me dit rien, et que ça a l'air assez sobrement exécuté, je me suis dit, bon, on va en parler quand même. Nuit du 10 janvier 2002 en Picardie, Élodie Kulik, jeune dire... Après, vous allez peut-être me dire, hein, Élodie Kulik, mais oui, cette affaire, voilà, j'avais 13 ans en 2002. Je faisais pas attention aux actualités. Élodie Kulik, jeune directrice de banque à Péronne, rentre chez elle après un dîner avec un ami. Au matin, on retrouve sa voiture précipitée dans un fossé, puis son corps abandonné sur un chemin de terre. Elle a été traquée, violée, suppliciée jusqu'à la mort après avoir lancé un ultime appel de détresse aux pompiers. On présume que l'assassin est de la région. C'est le début d'une affaire criminelle hors norme qui va nécessiter 19 ans d'enquête et d'instruction. Elle marquera l'histoire judiciaire en modifiant la loi sur le fichier des empreintes génétiques. Ah oui, c'est pour ça que je l'ai prise aussi. Elle sera la première affaire en France à être résolue par la technique de l'ADN par parentèle, qu'elle fera inscrire dans les textes de loi. Voilà, c'est pour ça que j'ai choisi ce roman aussi. Donc, ça sort le 11 septembre de Catherine Siguré, Mon Poche. Voilà. Jonathan Werber, là où naissent les illusions chez Charleston, je ne sais pas s'il est de la famille de Bernard Werber, que je ne supporte pas, bien sûr, mais vous me le direz, vous le savez sûrement mieux que moi, donc vous allez me le dire dans les commentaires. Il fait 496 pages. Donc ça a l'air intéressant en tout cas. Une enquête historique haletante où se mêlent crime, magie et hypnose. Tu penses bien qu'il m'en fallait pas plus. New York 1891, en plus la couve est cool. Il suffit d'un tour de pyrotechnie qui tourne mal pour que Jenny, jeune prestidigitatrice, voit le théâtre où elle se produisait partir en fumée et toutes ses économies avec. Désormais redevable d'une dette de plusieurs dizaines de milliers de dollars, elle n'a d'autre choix que de se faire à nouveau embaucher par Pinkerton, la célèbre agence de détectives privés. Ainsi commence pour elle une nouvelle enquête autour de la mystérieuse disparition d'un bateau et le meurtre d'une des chambres de son équipage. L'une des membres de son équipage, pardon. Si Jenny est persuadée qu'il y a une explication rationnelle à tout ça, Alvin, avec qui on l'a obligé à faire équipe, penche plus pour une affaire d'hypnose. Et s'il disait vrai, encore une fois, j'ai bien envie de le lire, mais je le mets dans ma wishlist. Il y a plein de choses ce mois-ci que je vais mettre dans ma wishlist, tu me diras, c'est la rentrée littéraire, c'est normal. Alors voici un roman à côté duquel j'ai failli passer. Donc attends, ça je le redis, ça sort le 11 septembre chez Charleston. J'ai failli passer à côté de ce roman parce que la couverture, je la trouve affreuse, pour être très très honnête. Toujours honnête moi de toute façon.
Mais là, encore plus que d'habitude, je trouve la couverture moche, hein, criarde, tu vois. Mais ce qui m'a retenu, c'est le bandeau. Pour une fois, ça a servi à quelque chose. Le Dan Brown français. C'était marqué en gros. Et c'est chez Fleuve en plus. Donc quand j'ai vu le Dan Brown français, je me dis, ah bon, je vais peut-être relire le résumé quand même. Séville 1492. Aftalion Benveniste, un diamantaire juif réputé sans les taux de l'inquisition espagnole se refermer sur lui, la mystérieuse commande de 3 chevaliers pour un diamant très spécial va précipiter sa fuite vers Anvers. Boston 2022, Alex, professeur d'histoire des civilisations à Harvard, reçoit un étonnant colis sans adresse d'expéditeur. Le pli contient un carnet vieux de plus de 5 siècles. Le journal d'un certain Aftalion Benveniste. Ce récit, en apparence anodin, les entraînera dans sa compagne Marie et lui dans une course contre la montre à travers le monde pour retrouver un parchemin qui pourrait bouleverser les fondations de l'Église catholique. Face à eux, 2 adversaires de taille. Une secte de fanatiques religieux prête à tout pour mener à bien sa mission apocalyptique et le Vatican déterminé à mettre la main en premier sur ce texte ancestral. Et bien pourquoi pas ? Pourquoi pas, j'ai envie de te dire. Donc c'est chez Fleuve, il fait 336 pages. C'est La prophétie du diamant de Alexandre Murat. Voilà. Les âmes fracassées de Alfred Landley chez Tornada. Il sort également le 11 septembre. 260 pages, c'est marqué. Bon. Jean-Baptiste Méningui, chef de l'orchestre de Lyon, vient d'être assassiné au moyen d'un drone alors qu'il faisait son footing dans le parc de la Tête d'Or. Meurtre ciblé ou attaque terroriste. Sur place, le commandant de police Nolan Dietelm et son équipe d'enquêteurs sont sur le pied de guerre. Les autorités s'en mêlent et lorsque l'expertise des débris de l'appareil révèle l'utilisation d'un logiciel de reconnaissance faciale, le doute n'est plus permis, la victime n'a pas été choisie au hasard. Donc ça a l'air hyper classique, mais pourquoi pas, hein, ça peut être bien. Pas me précipiter dessus, ça c'est sûr. Alors voilà, parlons de ça. Parlons de ça, mais à quel moment, me connaissant, hein, ou qui me connaissait peut-être, à quel moment je suis passé à côté de ça? J'ai été, mais alors, ma tête a explosé. Le bureau des affaires occultes en BD. T'y crois à celle-là? À quel moment j'ai pu passer à côté en sachant que c'est le tome 5? D'accord? Le tome 5. Moi qui suis fan du bureau des affaires occultes et d'Éric Foissier, comment je suis passé à côté? Et à quel moment Éric Foissier, j'ai jamais vu Éric Foissier en faire la pub dans ses stories. À moins que je me trompe et que j'ai juste pas vu l'edit story. Peut-être. Mais je suis complètement passé à côté des BD des affaires occultes. C'est terrible. Donc il faut absolument que je rattrape mon retard. Donc le bureau des affaires occultes, tome 5/5, la BD, Éric Foissier, Thomas Mosdy, Olivier Brazao, chez Albin Michel, ça sort le 17 septembre. Je vais même pas vous lire le résumé. Je vais même pas vous le lire. Il ne sert à rien. Bureau des affaires occultes en BD, débrouillez-vous avec ça. C'est tout. Je suis outré. Je suis outré. C'est tout. Legit, je fais que ça. Voilà. Je suis tellement choqué d'être passé à côté, je passe ça en vitesse. Le murmure des victimes de David Coulon. C'est chez Fayard, il fait 340 pages et ça sort le 17 septembre. Ça aussi, ça sort le 17 septembre, hein, je l'ai pas dit. Emma, 8 ans, a trouvé refuge dans une chaleureuse famille d'accueil loin de sa famille toxique. Enfin libre, elle se sent heureuse et savoure sa nouvelle vie, mais une inquiétante présence hante ses nuits. Des bruits étranges résonnent dans l'obscurité, des rumeurs de monstres que seuls les enfants peuvent percevoir. Les adultes tentent de la rassurer, affirmant que tout cela n'est que le fruit de son imagination liée à son traumatisme. Et pourtant, l'inattendu se produit lorsque Joachim, un homme au passé sombre et coupable d'un crime atroce, se cache dans les combles de la maison. Acculé par la police, il se retrouve prisonnier de cet endroit tandis qu'Emma, avec son intuition d'enfant, perçoit des vérités que les adultes ignorent. Alors que les nuits se font de plus en plus angoissantes, Joachim réalise que les bruits inquiétants ne sont pas le fruit de l'imagination d'Emma. Il y a des bruits la nuit,
Des râles, une bête terrée quelque part, une créature encore plus monstrueuse que lui rôde dans l'ombre. Les monstres existent, ils sont chez nous, dans nos maisons. Ça fait quelque chose, hein. Ce genre de roman, ce genre de résumé, il laisse pas indifférent, hein. Encore un roman que je vais mettre dans ma wishlist. Donc le Murmure des victimes de David Coulon, chez Fayard, qui sort le 17. Ah, ça n'a pas... Ah, j'allais dire, la page n'a pas chargé. Comment passer à côté du prochain roman de Nicolas Bedelet, Transylvania, chez XO Éditions, qui sort le 18 septembre. L'inspectrice Mina Dragan enquête sur un meurtre au château de Bran en Transylvanie, connu pour être celui de Dracula. Ce crime lance un jeu de piste inquiétant. Le tueur semble vouloir révéler d'anciens secrets enfouis au cœur de notre civilisation. Dans ce thriller qui plonge dans les profondeurs de notre subconscient, Nicolas Bedelet explore une fois de plus les ombres du passé pour éclairer l'avenir. Donc voilà. Une enquête dans le château de Dracula avec une enquêtrice, voilà. Donc pourquoi pas, bon, la couverture est pas mal. Donc voilà, franchement, simple, efficace, ça donne envie. Wishlist encore, j'ai envie de te dire. Allez, les pages là. Tu vas pas me faire ça. Merci. La maison aux 9 serrures de Philippe Gray, traduit par Élodie Leplat. C'est chez Sonatine, ça sort le 18 septembre et ça fait 624 pages. Donc c'est quand même la pavasse, hein. 624 pages, on commence à être dans du lourd, hein. Oula, c'est super long. Secret de famille dans la Belgique d'après-guerre, le nouveau chef-d'œuvre de Philippe Gray, Bruxelles, février 1952, un incendie se déclare dans un entrepôt. On y trouve le corps d'un veilleur de nuit, simple accident. Envoyé sur les lieux, le commandant de Smet semble en douter. Gand, avril 1957, après une enfance marquée par la maladie, le jeune Adelaide de Wolf reçoit de son oncle un curieux héritage, une maison dont elle ignorait l'existence. Celle-ci possède 9 serrures et Adelaide découvre bientôt à sa grande stupéfaction la raison d'une telle protection. Alors que son existence prend un nouveau tournant, totalement inattendu, elle va bientôt devoir faire face aux investigations du commandant de Smet, un homme qui ne lâche rien, jamais. Voilà. Donc, j'ai pas mal entendu parler de la sortie de ce roman. Ça fait quand même pas mal de bruit. La maison aux 9 serrures, donc wishlist encore une fois, j'ai envie de te dire. Donc le 18 septembre chez Sonatine. 3 balles de Patrick Hainaut chez Real Suspense. Ça sort le 18 septembre également, nous n'avons pas le nombre de pages. 3 chasseurs sont abattus, 3 dimanches de suite dans 3 départements différents. Concrètement, c'est ça le plot, je vais pas développer plus que ça. Le reste est, voilà, c'est le commandant Dubreuil chargé de l'affaire et blablabla. Oui, 3 chasseurs sont abattus, 3 dimanches de suite dans 3 départements différents, vous n'avez pas besoin d'en savoir plus. La couve, je la trouve sympathique, on a une forêt que la lumière au bout, c'est très classique, mais ça marche toujours sur moi, ce genre de couverture. Donc voilà, Patrice Hainaut, Real Suspense, 3 balles, ça sort le 18 septembre. On commence à arriver au moment où j'ai tellement de pages d'ouvertes que ça a du mal à charger. Qu'est-il arrivé au Bennett de Lisa Scottolin, traduit par Iris Le Guignot. C'est chez Mera Éditions, ça fait 400 pages, ça sort le 19 septembre. Jason Bennett voit un soir sa vie basculer dans l'horreur, il rentre chez lui avec sa famille, après le match de hockey de sa fille, lorsqu'une camionnette se met à les suivre sur une portion de route déserte. Soudain, 2 hommes les braquent et exigent sa voiture. Un effroyable déchaînement de violence bouleverse sa vie à jamais. Au cours de cette terrible nuit, Jason et sa famille reçoivent la visite du FBI. Les agents leur annoncent que les braqueurs sont les membres d'une dangereuse narco-organisation et que la famille est désormais dans leur ligne de mire. On leur conseille alors d'entrer sans délai dans le programme de protection des témoins, ce qu'ils n'ont d'autre choix que d'accepter. Mais le programme a été conçu pour protéger les informateurs criminels et pas les familles honnêtes. Arrachés à tout ce qu'ils connaissent, pris au piège d'une vie qui leur est étrangère, les Bennett voient leur vie s'effondrer. Un jour, Jason apprend une terrible vérité et comprend qu'il doit prendre les choses en main. Alors, je vais pas le mettre dans ma wishlist celui-là, je vais attendre de voir les retours de mes petits et petites camarades chroniqueurs et chroniqueuses. Mais je pense que je vais en entendre beaucoup parler. J'ai déjà vu pas mal de fois ce roman passer parmi les postes de sortie. Donc pourquoi pas.
Le prochain, Jacques Saucé, Invisible chez Fleuve. Il sort le 25 septembre. Le terrain de jeu de ce tueur en série, les autoroutes. L'appel radio a mentionné le cadavre d'une femme retrouvée sur une aire de l'autoroute 43 près d'Albertville. Un truc de malade, a précisé le militaire de liaison. Alice Pernel, fraîchement sortie de l'école de gendarmerie, est la première à arriver sur les lieux avec sa brigade. Face à elle, la victime est nue, à genoux, les bras ballants, empalée. Ses yeux grands ouverts ne voient que le vide. Alors que sous le choc, la militaire recule d'un pas, Loulou, lui, est déjà loin, au volant de son camion. Ce soir, il passera la frontière allemande, mais avant, il rachètera des sacs poubelles, des gants Mappa et un bidon d'eau de Javel pour la prochaine fois. Donc, moi j'ai toujours été... ça m'a jamais tenté, Jacques Saucé, tu vois. Bon, tu peux me contredire et me dire que c'est génial et me donner des titres de livres dans les commentaires qui pourraient me faire envie. Je t'invite à le faire. Mais quand à chaque fois je voyais passer un Jacques Saucé, ça m'attirait jamais. Donc un jour je vais me lancer, je vais tenter cet auteur, bien sûr. Mais voilà, c'est pas une priorité pour moi. Donc voilà, pour les fans de Jacques Saucé, en vrai ça a l'air bien. Je dis ça, mais en vrai ça a l'air bien. C'est chez Fleuve, comme d'hab à mon avis. Ça sort le 25 septembre. Et il fait 448 pages. Nous voyons la fin arriver, tout doucement. Le prochain Ken Follett, le Cercle des Jours, dans son nouveau roman, le maître des grandes épopées à bord de l'un des plus grands mystères du monde, la construction de Stonehenge. Donc voilà, je pense que je vais juste donner le thème, c'est Stonehenge. Voilà, Ken Follett, c'est toujours des résumés à rallonge, c'est toujours des romans, c'est des gros pavés. J'ai un ami qui est fan de Ken Follett et qui en lit beaucoup. Et donc voilà, la construction de Stonehenge, ça va être la base de ce roman. Donc c'est chez Robert Laffont, ça sort le 25 septembre. Je vais pas épiloguer. Et le dernier, qui sort également le 25 septembre, c'est Chambre d'enfant de Thibaut Solano, petit roman qui fait 144 pages, hein, c'est marqué là. C'est chez Robert Laffont. Peut-être me laisser tenter par celui-là, toi, 144 pages, ça te fait 2 jours de lecture, voilà. 2 fois 60, 70 pages, tranquille. Un week-end, ça te fait un petit week-end ce roman-là. Pour certaines personnes, ça te fait 1h30, excusez-moi, pour moi ça me fait un week-end, voilà. Un roman d'épouvante très cinématographique, 3 petits chats, chacha. La comptine parfaite pour une soirée babysitting, sauf que ce soir-là, rien ne va se passer comme prévu. Dans la torpeur d'une fin d'été caniculaire, le cauchemar ne fait que commencer, ça n'en dit pas assez pour me titiller suffisamment, mais la couve est pas mal, enfin en tout cas moi ça me va. Et c'est vraiment parce que c'est court, donc pourquoi pas, wishlist, j'ai envie de te dire, voilà. Donc d'habitude je fais un petit résumé où je repasse vite fait sur tous les romans. Là il y en a beaucoup, donc tu vas te débrouiller. Je n'ai pas envie de le refaire sinon ça va durer 10 minutes de plus. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je me rends compte que ce sont des vidéos très longues, mais il faut m'excuser. En septembre il y a toujours beaucoup de sorties, donc la vidéo est longue, je sais même pas le temps qu'elle fait. Donc n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, liker la vidéo, la partager, tout ça. N'hésite pas à aller t'abonner à l'Instagram, j'ai passé le cap des 1000 abonnés, donc merci beaucoup. Maintenant je vais essayer de passer le cap des 1000 abonnés sur ma chaîne YouTube. Donc n'hésite pas à t'abonner. Merci à tous et à la prochaine chez Alistair. J'ai plein de retours lecture à vous faire. Je pense faire par grappe, 3 par 3. On verra comment je vais me débrouiller. Allez, à la prochaine.